Dear. Valid people. Bienvenue à cette nouvelle conférence de Dear Valid People. Donc Dear Valid People qui est une association maintenant, loi 1901, autour du handicap, qui prône le rassemblement des personnes handicapées et la déconstruction du validisme, entre autres. Issu d'une émission de radio du même nom, créée par moi-même, Damien Farjou, président de l'association. Incroyable, j'ai pensé à me présenter. Nous, avec Camille, ici présente, on fait des émissions une fois par mois, la Gazette Café, pour remettre en avant le thème du handicap et sous un nouveau jour, on va dire, sur des sujets dont on ne parle pas souvent. Et ce soir, on continue notre triptyque relation couple et sexualité pour parler ce soir de la relation couple et comment le handicap influence la relation de couple. Donc ce soir, j'ai deux invités avec moi qui vont se présenter. Avant tout, je vous dis plusieurs choses. Premièrement, cette émission est enregistrée. C'est pour ça que nous avons des micros et qu'on essaye de parler dedans. Nous avons aussi une micro-girl ici présente qui vous passera un micro sans fil si jamais vous avez des questions. Et petite nouveauté de cette conférence, si vous n'osez pas parler au micro, vous avez le droit aussi de les écrire. Et Marine se fera un plaisir de les lire pour vous. Donc, vous avez le choix. Et quand vous parlez au micro, n'hésitez pas à bien parler dedans, histoire que l'enregistrement se fasse sans défaut. Ok ? Il y a déjà des accidents. J'ai tout dit, je pense. Donc, sur ce... Mes invités de ce soir, je vous laisse vous présenter. Je commence. Ok. Alors, moi, je m'appelle Julie. Quoi dire ? Je suis kiné. Il y en a qui le savent ici. Et sinon, je suis venue ici parce que Damien m'a demandé de témoigner, puisque j'en suis en couple avec et mon compagnon est en situation de handicap. Et donc de donner mon point de vue sur ce couple mixte. Est-ce que ça change ou ne change pas pour moi ? Je crois que... Voilà. Tout à fait. Et vous, Camille Carneguez, qui êtes-vous ? Donc, je ne suis pas le compagnon de Julie. On sent beaucoup de déception dans cette voix. C'est réciproque. Waouh. Donc, je suis Camille, je suis la vice-présidente de l'association, je suis animatrice aussi à Mes Heures Perdues, et aujourd'hui, je suis l'invitée. Ça fait allez, j'arrête ce sarcasme. Ça fait un peu trop de casquettes à mon goût, mais voilà. Je suis très heureuse d'être là, d'être de retour à Montpellier et sur scène. Ça faisait un petit moment. Mais donc aujourd'hui, nous allons parler de handicap et de couple. Et je suis donc en situation de handicap et en couple avec quelqu'un de valide qui est aussi kiné. Donc, mais on va en parler justement de ça. Voilà. Juste peut-être petite comment je pourrais dire, petite précision, c'est que de base, je n'étais quand même pas l'invité principal, je n'étais pas le plan A, parce que Damien et moi, on a déjà beaucoup parlé de nous, de notre rapport à l'handicap, et on a souvent été
nos propres invités, on va dire, d'une certaine manière. Donc je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir illustrer avec d'autres profils. Mais force est de constater qu'il n'y a pas forcément eu des retours ou que disons qu'il n'y avait peut-être pas forcément l'envie, en tout cas, d'en parler, et puis la volonté de parler de quelque chose d'assez intime, finalement, aussi sur scène et en public. Donc voilà, le plan B est devenu plan A, mais c'est très bien, j'en suis très heureuse. Tu es toujours mon plan A, Camille. Mais merci à vous d'être là ce soir et de parler justement de ce sujet si intime avec nous. Et moi, pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle de la rencontre. Parce qu'il s'avère que même là-dessus, vous avez un point commun, c'est que toutes les deux, vous avez rencontré vos compagnons actuels sur des sites de rencontres. Et j'aimerais bien entendre vos histoires à vous deux. Toi, Julie, comment tu as perçu ton compagnon? Comment il a présenté le handicap sur un site de rencontre? Et à l'inverse, toi, Camille, comment tu as présenté le handicap à ton compagnon actuel? Donc, je vous laisse vous battre pour savoir qui veut commencer. Comme tu veux. Allez, je reprends la parole. C'était pas forcément une volonté, enfin il n'y avait pas forcément envie de rencontrer quelqu'un sur une appli de rencontre ou quoi. Il y avait un peu une étude sociologique de mon côté qui se faisait via les applis de rencontre. J'aimais bien questionner justement la représentation, comment dire, tout n'est pas non plus sociologique et intellectuel dans ma vie, mais en tout cas là dans l'idée l'appli de rencontre ça me dérangeait justement l'aspect est-ce que je mets le handicap en avant? Est-ce que je le mets pas? En même temps, c'est pas que ce qui me définit, mais en même temps, c'est important. Je rencontrerai n'importe qui en soirée ou dans la vie, dans la rue. Il verrait qu'il y a le fauteuil. En même temps, je suis pas que ça. Enfin, c'était assez compliqué. Et je l'ai mis. Je l'ai jamais vraiment caché. Et en fait, il y a eu donc Victor. Et très rapidement, ça s'est fait assez naturellement. Enfin, il me l'a fait une blague sur le fauteuil et on a vite sympathisé. Après, on a habité à distance pendant un long moment, donc on s'est pas direct rencontrés. Ensuite, il y a eu le confinement et à la suite de ça, on s'est rencontrés et on a eu une relation du coup à distance pendant 2 ans à peu près. Et là, maintenant, on habite ensemble. J'ai déménagé à Bordeaux. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est déjà bien. Ouais. Ok. Alors à mon tour, alors nous pareil, moi c'était une application de rencontre. J'étais dessus sans y être, voir ce qui se passait un peu. Et alors Guillaume, mon compagnon, alors je pense que c'est important pour remettre dans le contexte. Son handicap, alors il n'a pas de fauteuil, il a une maladie de naissance et qui provoque des problèmes au niveau des articulations. Et c'est surtout visible, il est mal marchand. Quand il va gesticuler au quotidien, ça se voit, mais sur les photos, c'était pas visible. Et il l'avait pas du tout précisé ni rien. Et on sympathise et tout ça, on finit par aller boire un verre. Et étant kiné, moi, je me rends compte très, très vite. Et on n'en parle pas du tout, parce que pour moi, s'il veut m'en parler, il m'en parle, mais on avait largement d'autres sujets à explorer. Et il s'avère qu'on s'est très bien entendu. C'est ce que je leur racontais ce week-end. On s'est très bien entendu, mais pour moi, au tout début, étant du milieu, je me suis dit, et d'autant que je suis kiné surtout en neurologie, donc je fais beaucoup de handicap, moi je me suis dit ça va pas être possible. Parce que je voyais ça comme mon métier. Et au début, je me suis dit, j'aurais l'impression d'avoir du travail à la maison. Et au début, c'est ce que je me suis dit. Mais ça s'est bien passé. Et le lendemain, j'avais un événement, il est venu me voir, donc on a repassé la journée ensemble et ça s'est hyper bien passé. Et puis le surlendemain aussi, et puis le surlendemain, jusqu'à ce que, à mes yeux, le handicap disparaisse complètement. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Si je peux apporter un peu une précision, parce que je vais poser la question, parce que je me suis dit que ça serait intéressant ce soir, de son point de vue, de ne pas du tout afficher le handicap et de ne pas en parler de surprise au premier rendez-vous.
parce que je me suis posé la question forcément quand on est venu en parler plus tard. Et il m'a dit, c'est un peu ce que tu as dit, il me dit ça ne me définit pas du tout. Il y a largement d'autres choses on ne peut jamais tout mettre sur les sites de rencontres, et il y a largement d'autres choses à dire sur moi que son handicap. Évidemment que ça m'a surpris au début, mais je comprends et je crois que j'ai compris son point de vue. Voilà. Si je peux préciser ça par rapport, je trouve que c'est intéressant pour avoir son point de vue. Voilà. Ouais, ça revient un petit peu à ce que disait Alex dans la conférence précédente, qui disait qu'on voulait d'abord le voir, le rencontrer dans sa personnalité en tant que personne et pas uniquement dans son handicap. Mais en même temps, c'est aussi important que le handicap soit vu, explicité, expliqué. Et donc, au final, comment on a trouvé un équilibre là-dedans? Peut-être que Camille, tu peux répondre à ça et ensuite on laissera la question. Je sais plus la question que tu as posée, mais j'avais en tête un truc à ajouter. Je pense qu'il répond quand même. Vraiment, je suis trop nulle pour inviter. C'est un duo incroyable, mesdames et messieurs. Écoute. Je voulais préciser que sur les applis de rencontre, je me suis des fois dit ok, je le mets pas. Peut-être il y a eu des moments où je l'ai pas mis et en fait lors de l'échange en amont un peu avant de la rencontre, je l'ai précisé et rapidement il y a eu un truc qui s'est bloqué. Enfin, je pense que la personne s'est sentie trahie ou enfin à qui on ment, etc. Et puis en fait encore une fois par écrit, tu peux difficilement définir le handicap. Enfin, du coup, tu précises le fauteuil, mais ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Enfin, donc, c'était un peu flou. Et puis, en même temps, c'est un peu aussi le paradoxe des applications de rencontre. Tu passes par l'écrit. Il y a quelque chose où tu te vends quand même par l'image, le rapport à l'image. Enfin, c'est hyper compliqué. Et du coup, ouais, je l'ai volontairement mis en avant. Et du coup, je sais plus qui c'est qui m'avait dit, mais en fait, le handicap, c'est aussi un peu un, entre guillemets, filtre à connasse. Et je sais pas, enfin, vous... Beaucoup de gens en situation de handicap le ressentent ainsi. Et j'ai trouvé ça intéressant comme approche parce que je me suis dit, en fait, oui, potentiellement, des profils de personnes qui m'auraient attiré mais qui en fait sont bloqués par le handicap, c'est qu'on n'a pas à se rencontrer, on n'a rien à se faire ensemble et je suis pas là pour l'éduquer ou lui dire non mais tu vois on peut être aussi non en fait, tant pis. Donc ça a été aussi le choix de le mettre en avant et voilà, en faire un sujet ou pas d'ailleurs, mais juste des photos qui me définissent quoi. Faut que ça soit fluide ou rien du tout, mais il n'y a pas d'entre deux. Ça marche. Merci Camille. On a une question. Me vient là, par expérience, je pense au handicap psychique. Ayant vécu et ayant eu un enfant avec une personne handicapée psychique qui est décédée à ce jour. Et là... j'ai pas de réponse. Est-ce qu'il faut le dire au début de la rencontre ou pas? Est-ce que d'ailleurs la personne en a conscience ou pas à certains moments aussi? Ce sont des vraies questions pour moi en tant que conjoint et que co-éducateur, éducatrice du même enfant. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je me définis pas forcément comme une grosse conne, mais d'emblée, je sais pas si j'y retourne de toute façon, parce que bon, il y a plein de choses qui font que, mais il y a des choses qui sont quand même très difficiles à vivre dans le handicap en tant que conjoint. Et voilà, c'est une vraie question. Tu soulèves une vraie question où je ne sais pas si on va avoir des réponses, mais en tout cas, je trouve que le handicap psychique fait vraiment partie de ce spectre de
à quel moment on le dit, on le définit, à quel moment on le dit pas, quelle est la limite, et puis comment tu le considères. Enfin, comme tu dis, il y a déjà une reconnaissance, déjà un diagnostic, une reconnaissance, un suivi médical ou pas. Enfin, il y a vraiment différentes étapes par rapport au handicap psychique, et qui, en plus, aujourd'hui, est quand même encore hyper tabou, et il y a beaucoup de psychophobie derrière ça, dans le champ médical, mais pas que. On avait fait pas mal de conférences autour du handicap psychique avec différents invités, et différentes maladies d'ailleurs, et c'était toujours ça qui revenait. Donc voilà, quel est le niveau d'accueil, d'acceptation, et de réellement, je le considère et je le reconnais. J'ai pas de réponse du tout à t'apporter, et en plus, encore plus sur l'idée de l'image de soi, enfin sur les réseaux sociaux ou un appli de rencontre, ou en tout cas dans le cadre d'une première rencontre, enfin voilà quoi, c'est délicat, parce que en fait tu le poses là, et ok, et qu'est-ce que ça veut dire, et l'autre est face à énormément de peur, et tu le poses pas parce que toi-même finalement tu l'as pas accueilli toi-même. Et plus tard, ça se découvre ou pas, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a encore plein de relations, et moi-même, dans mon cercle proche, qui disent ah voilà, j'étais avec telle personne, il était comme ci, comme ça. Oui, non, mais en fait, aujourd'hui, il était bipolaire, en fait. Mais juste, on ne met pas des termes dessus. Donc, voilà. Il y a différents degrés de handicap psychique aussi. Je te parle de handicap avec des HDT, des délires, enfin des choses costauds aussi pour l'entourage. Parce que là, vous parlez du couple, mais il y a la famille. Et ce sera sans doute un autre sujet aussi. Mais je crois que si la question, c'est que ce soit pour le psychique ou physique, de quand ou comment le dire, je crois pas qu'il y ait une bonne réponse. Je crois que c'est vraiment en fonction de la personne et de comment elle le ressent, comment la relation avec la personne en face. Enfin, c'est la première chose qui me vient. Par rapport à mon cas, moi, au début, j'ai été surprise. Je me suis dit, quand même, quoi, c'est gros de ne pas l'avoir dit avant. Et d'un côté, moi non plus, je ne me définis pas comme une grosse conne, mais je ne sais pas si j'y serais allée les yeux fermés. C'est impossible à dire maintenant, mais est-ce que ça m'aurait pas fait, est-ce que j'aurais pas fermé la porte? Je suis pas convaincue que j'y serais allée. Et pourtant, je sais aujourd'hui que j'aurais eu tort. Mais ouais, c'est pas facile, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour moi de témoigner ce soir, et je pense d'autant plus important de le faire entendre plutôt aux personnes valides même, de s'ouvrir un peu l'esprit et de voir la portée du handicap. Pour moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand Damien m'a proposé. Et voilà, même sans être une grosse conne, c'est vrai que je pense que on mériterait d'être un peu ouvert, un peu plus ouvert. Après, je pense qu'il y a un truc aussi où on est prisonnier de l'imaginaire collectif qui est très validiste et qui offre des images très négatives du handicap, encore plus du handicap psychique, où la schizophrénie est le tueur en série. Non, on n'est pas sur ces stéréotypes simplistes, naïfs et qui font du mal à beaucoup plus de gens qu'il n'y paraît. Donc attention à ce qu'on dit. Et c'est aussi peut-être pour ça que les gens ne parlent pas de leur handicap avant un rendez-vous, parce que ils veulent pas justement que la personne vienne s'imaginer des choses sur le handicap alors qu'il n'a rien à voir. Le handicap, ça se découvre à deux. Au final, le handicap va se découvrir différemment suivant la personnalité de la personne en face de nous aussi. C'est-à-dire que l'autre personne va pouvoir plus nous handicaper qu'on l'est réellement. Et comme on a dit, il me semble, la conférence dernière, c'est aussi dans les yeux des autres. Le handicap, c'est les autres qui nous handicapent beaucoup. Ouais, plusieurs choses me font réagir là. J'avais déjà eu des retours d'amis en plutôt fauteuil roulant, du coup,
qui avait été en couple avec quelqu'un de valide, et notamment un témoignage de quelqu'un qui disait alors ok, on était ensemble et tout, dans la sphère cachée, c'était bon. Et dès lors qu'on a commencé à être dehors, à sortir ou quoi, en fait, la personne m'a dit, et la personne valide m'a dit non, en fait, c'est pas possible, je peux pas être avec quelqu'un en fauteuil parce que je peux pas lui tenir la main dans la rue, enfin, ou je peux, mais il est plus petit que moi, enfin vraiment des choses un peu, voilà, très premier degré, quoi. Et alors à ça, tu poses plein de choses, mais c'est comme André Allard, qui, tu te rappelles, sur la conférence sur la déficience visuelle, nous livrait une conférence vraiment merveilleuse, et qui avait parlé, voilà, de relations humaines, de relations filiale, etc., et qui avait une super relation amoureuse avec quelqu'un, vraiment d'une très grande richesse, d'une intensité, d'une communication énorme et tout. Et au bout d'un an et demi ou deux, la personne lui dit en fait c'est pas possible, ton handicap, j'accepte pas. Et là il tombe des nues parce qu'il se dit mais c'est pas possible. Enfin, comment on peut avoir vécu autant, on était proches, quoi. C'était vraiment intense pendant un an et demi. Et là tu me renvoies à ça. Vraiment je ne suis que ça, quoi. Et c'était très fort. Je vous invite d'ailleurs à écouter cette conférence qui était vraiment géniale. Mais voilà, ça pose ces questions-là de représentation et tout aussi. Moi, je me rappelle que quelque chose qu'a dit André à cette cohérence, c'est sa compagne qui lui a dit « Ton handicap a toujours été un problème ». C'est fort. Et moi, justement, j'ai envie de vous poser cette question à vous aussi ce soir, c'est « Le handicap est-il un problème ?» dans votre couple? Est-ce que c'est réellement un problème ou pas? Aussi, Julie, pendant notre préparation, tu disais, au final, je vois pas la différence. Donc, moi, j'ai envie que vous parliez un petit peu de ça. Est-ce qu'il n'y a réellement pas de différence? Est-ce que finalement, c'est important d'en faire une? Enfin, je vous laisse parler. Alors, c'est ce que je disais ce week-end. Avec le handicap de mon copain, je dirais que les limites, c'est qu'évidemment, il ne peut pas courir, il ne peut pas marcher longtemps. Mais en fait, de base, n'étant pas une grande sportive, je me suis jamais sentie très privée de ne pas pouvoir randonner ou d'aller courir le dimanche matin. Ça m'a jamais manqué. Ça m'est arrivé quelquefois de me faire la réflexion de ça, j'aurais bien aimé. C'est tout bête, mais il y avait un parcours dans mon village avec des artistes qui exposaient un peu partout, et il fallait faire le tour du village, et très vite c'est devenu compliqué pour lui. Donc on a dû s'arrêter, faire des pauses. Là je me suis dit ça me saoule, mais j'ai compris. Et puis est-ce que juste je me permets une question par rapport à ce moment-là, est-ce que ça t'a saoulé et tu t'es dit bon, finalement passe vite à autre chose parce qu'en fait je veux rester avec lui et l'intérêt c'était de passer l'après avec lui, ou est-ce qu'il aurait été envisageable que vous vous sépariez le temps d'une heure, 2, 3 pour que toi tu fasses le parcours et que lui pas après? On aurait complètement pu se séparer 1 heure, 2, 3, mais là il y avait ma mère, donc j'ai pas voulu le laisser avec ma mère. Elle me fait peur à moi, alors. Mais donc sur le coup, je l'ai pas fait, mais autre contexte, ça aurait complètement pu. Mais ça m'a saoulé une demi-seconde, je pense. Puis on est rentré, on a fait un chocolat chaud et c'est passé, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a certaines fois où... et puis on parlait d'anticipation la dernière fois, et je disais que non, j'avais pas l'impression d'anticiper quoi que ce soit. C'est vrai que c'est rare. Mais du coup, ça m'arrive de programmer, si on part en week-end, si on va faire quelque chose, rien de très long debout. Ou alors, quand on rentre dans une pièce ou quand on est avec des amis et tout ça, je fais toujours attention qu'il puisse avoir une chaise. Parce que je sais que c'est important pour lui et qu'en plus, il n'osera pas. Et donc, ça va l'énerver. Et il voudra rentrer plus tôt. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à anticiper ces choses-là. Mais il y a tellement plus handicapant que le handicap pour moi dans ma relation actuelle. Voilà. Ouais, tu dis plein de choses là. Parce que même je suis là pour ça. Ouais, non, mais sur le fait d'anticiper, de prendre des initiatives et tout. Toi, tu avais dit, Damien, quand on avait préparé la conférence, que tu n'étais pas forcément friand du fait que des gens prennent des initiatives. Et en tout cas, tu parlais des auxiliaires ou quoi. Non, c'est un autre cadre de relation, évidemment. Et moi, à l'inverse, je suis assez
je suis assez touchée quand mon copain il prend des initiatives, en tout cas par rapport au handicap ou quoi. Et en même temps, je suis aussi touchée quand il l'oublie complètement. Que des fois, il y a le fauteuil à prendre ou qu'il y a les béquilles ou des trucs. Donc, je suis pas du tout arrêtée quoi, sur la question. Par contre, trois choses qu'il m'a dites là quand on préparait justement la conférence, donc Victor, il me précisait que lui, il avait la sensation de se sentir handicapé nouvellement depuis qu'il était avec moi, qu'en fait, il devenait handicapé. Alors, pas dans le sens de la limitation ou quoi, mais dans le sens plutôt de l'accès aux choses, que finalement, il y avait des bars dans lesquels on n'avait pas forcément parce que c'était pas accessible, aussi parce que c'est un peu une revendication militante de dire, bah non, en fait, tu rends pas ton truc accessible, bah tant pis, je vais pas venir consommer chez toi, il y en a plein d'autres qui le sont. Enfin, il y en a quelques autres qui le sont. Donc, déjà, il y a ce truc-là. Et puis... dans d'autres choses, dans le cadre de voyage ou de choses comme ça, où là, on s'arrête un peu moins du coup sur l'accessibilité, on trouve un équilibre sur ce qu'on peut faire, moins faire, mais j'ai l'impression qu'il a jamais à faire de deuil. Alors lui, pour le coup, il est peut-être un peu plus sportif que toi, et tu vois, par exemple, il pratique un sport qu'est l'escalade. Clairement, c'est compliqué pour moi. Mais en fait, du coup, c'est bien. Enfin, en fait, chacun a sa bulle et chacun a son moment pour faire des trucs. Et là, on revient d'un voyage au Salvador, tous les deux. On était pendant 3 semaines et demie. Et il y a eu un moment donné où il a voulu aller escalader, enfin aller sur un volcan, etc. Où là, vraiment, le volcan n'était pas du tout accessible et tout. Et moi, j'avais en plus pas du tout envie de faire cet effort-là. Et bon, au final, il a raté le bus pour aller sur le volcan. Donc, je ne sais pas si c'était un lapsus, enfin, pas un lapsus, un acte manqué ou un truc comme ça. Mais le pauvre. Mais du coup, on était OK voilà, de se lâcher le temps de faire ça. Voilà. Et sur l'anticipation, qu'est-ce qu'il disait de plus ? Rien. Ce que j'ai dit, quoi. Juste, je reviens, tu parles de anticiper ou pas certaines demandes, que Damien, t'étais pas friand, que toi, tu l'étais. Ça, je dirais que c'est mon expérience de kiné où, avec les patients, donc moi j'ai beaucoup de patients fauteuil, et il y a des patients qui n'aiment pas du tout qu'on touche leur fauteuil ou même qu'on fasse plus ou moins certaines choses, qu'on mette les cale-pieds, qu'on mette les freins et tout ça. Et des patients, ça les gêne pas, au contraire, ça les aide, ils en ont marre de pousser et tout ça. Et je crois que j'ai appris à travers mon métier à savoir un petit peu, à deviner ça à travers les patients. Et je pense que je me suis servi de cette expérience-là par rapport à lui. Je sais que, au contraire, je sais que ça le dérange pas que je trouve ça et tout ça. Mais par contre, justement, je sais qu'il aime pas parler de son handicap. Donc, il est pas là ce soir. Mais je lui ai demandé de participer. Je lui ai demandé tout ce que je pouvais dire, tout ce que je pouvais pas dire et tout ça. Mais donc ça aussi, c'est des choses que je respecte. On en parle assez peu à la maison. Donc... voilà. Ouais. Ça, justement, ça amène un sujet dont on a discuté avec Camille un petit peu. Et justement, c'est le handicap. Est-ce que ça devient un sujet qui demande encore plus de communication ? Au contraire, pas du tout. De ce que je comprends, je vais de côté moins. Mais est-ce que, justement, c'est un sujet qui amène à discuter plus qu'un couple valide, par exemple? Alors, dans mon cas, le truc, c'est que ça va pas être hyper objectif. En même temps, bon, on n'est pas là pour ça, mais vu de par l'activité de Dear Valid People, de par une forme d'engagement aussi autour de ces questions, elles sont hyper prégnantes et hyper présentes dans notre quotidien. Sans en être, sans qu'il n'y ait que ça, enfin, sans que ça soit hyper excluant. Je veux dire, c'est un biais par lequel on peut commencer à échanger sur un certain sujet, et après, évidemment, ça en amène d'autres. Mais donc, du coup, forcément, nous, c'est assez présent, mais parce que aussi, lui, il est très curieux, en fait, je crois, et j'ai la sensation qu'il apprend beaucoup. Je devrais pas dire ça, mais je trouve que ça fait un peu... Mais ouais, et puis il apprend beaucoup, mais aussi de par les rencontres aussi autour de moi et tout. Et donc lui, il est kiné comme toi. Il a été kiné en cabinet libéral avec des patients, neuro ou en tout cas en fauteuil aussi, mais il est quand même kiné à l'hôpital en réanimation.
Et donc, c'est vraiment pas un domaine, un service dans lequel... Enfin, ils traitent vraiment pas les mêmes patients, quoi. Et c'est pas de la kinésithérapie comme on l'entend d'un kiné en libéral. Donc, sa pratique, elle est vraiment quand même éloignée de notre quotidien et du rapport au handicap. Mais le fait de parler de ce sujet-là et de voir l'engagement et tout ce que ça tourne autour aussi, je pense que ça lui sert et il voit de manière aussi... les choses de manière un peu moins validiste, justement. Et ça me fait hyper plaisir quand il apparemment reprend ses collègues, ou en tout cas, il a beaucoup trop d'ego, mais quand il reprend sur des sujets ou ou même par rapport à des patients, du genre il faut marcher parce que c'est ça qu'il faut faire. Ben non, en fait, enfin, peut-être pas, en tout cas, c'est honnête de se poser la question, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et juste, tu parlais d'un truc par rapport à l'anticipation. Je fais juste une petite parenthèse, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que on parle beaucoup. Mais juste, tu disais par rapport à l'anticipation, nous, il y a eu 2-3 petits clashs par rapport à ça, parce que lui avait vachement anticipé, et notamment dans le cadre du voyage là au Salvador, à un moment donné, ça a été la goutte de trop où il a fait une action que moi-même je pouvais faire. Enfin, je caricature, mais en gros, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, je sais plus ce que c'était exactement l'action, mais quelque chose d'assez banal que vraiment je pouvais faire, et il l'a fait. Et ça a été le truc de trop, quoi. Où là, je lui ai dit, mais en fait, là, t'es plus mon copain, quoi. Là, t'es vraiment mon aidant, ou pire, mes parents. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose où là, je redeviens une gamine, quoi, presque. C'est un peu infantilisant. Donc, petit clash de départ, et après, souvent, on arrive très rapidement, quand même, à se calmer et à se dire que voilà, c'était quelque chose d'autre qui avait parlé, des peurs ou je ne sais quoi, et après on s'excuse mutuellement, et souvent il sait quand il a tort, et j'essaie de me dire que je sais quand j'ai tort. J'espère. Ça amène une question assez importante, en effet, sur les rôles sociaux qu'on peut avoir autant dans le couple. À quel moment tu es mon compagnon, à quel moment tu es mon aidant, à quel moment tu es le kiné. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses dont on a un peu discuté. Donc là, toi, Camille, tu disais que c'était des fois compliqué. Est-ce que toi, Julie, de ton côté, est-ce que ça l'est aussi? Est-ce que vous le percevez ou pas? Vaste question. On est là pour ça. C'était d'autant... Je parle par rapport ton copain qui est en réa. Moi, vraiment, Guillaume, ça pourrait être mon patient. Alors, ça l'a jamais été. Et ça le sera jamais. Mais vraiment, il se rapproche énormément de des patients dont je m'occupe et tout ça. C'était ce qui m'avait freiné au début, ce qui me gêne plus du tout maintenant. Mais par exemple, je sais qu'il a du mal quand il vient me voir au cabinet. Et les autres patients ou mes collègues au début pensent toujours que c'est un patient. Et ça, il a du mal. Ça, c'est un truc qui le vexe. Donc, je le présente assez vite comme étant mon copain à tout le monde. Tout le cabinet le connaît maintenant. D'autant qu'il vient, il y a des machines qu'il aime bien, alors il vient en profiter. Très paradoxal. Mais c'est quand même des avantages d'avoir une copine kiné. Il vient au cabinet entre midi et 2 et tout, et il fait ce qu'il aime bien. Enfin bref, c'est pas du tout la question. Mais donc ça fait partie des trucs où c'était hyper important pour lui de pas être mon patient. À la maison, la question se pose jamais. Je me suis vraiment sentie aidante pour la première fois il y a quelques mois, parce qu'en plus de son handicap de naissance, il a eu une tumeur il y a 2 ans de ça, cérébrale, donc avant de me connaître.
tout va bien aujourd'hui. Mais il a eu des rendez-vous de contrôle et tout ça parce qu'il était très inquiet de nouveau des mal de tête et tout ça. Et donc, je l'ai accompagné faire tous ses examens. Là, je me suis sentie... ça me serait pas venu à l'idée de me qualifier d'aidante à ce moment-là, mais de copine, qui est là pour le soutenir. Mais c'est peut-être là où je serais le plus. Et en fait, on parlait de la communication juste avant, pour dire à quel point nous, on n'en parle jamais. Quand il a eu tous ses comptes rendus médicaux et tout ça, je les ai vus et je lui ai demandé si j'avais le droit de les lire. Il m'a dit qu'évidemment, ça ne lui posait pas de soucis. Et c'est en lisant tous les comptes rendus que j'ai découvert exactement le nom de sa pathologie, que j'ai découvert tout sur sa tumeur, tout sur ce qui était lié à son handicap ou à sa tumeur, parce qu'il a aujourd'hui une paralysie faciale à cause de ça. Donc pour dire à quel point on n'en parle pas. Moi, en tant que kiné, du coup, j'ai vu des patients accepter ou non leur handicap. Pour moi, il y a quelque chose de la non-acceptation encore. Je lui ai déjà dit, mais c'est un sujet difficile et puis c'est pas à moi je suis pas là pour ça. Qui me semble bizarre, d'autant plus pour un handicap de naissance, mais je respecte et c'est chacun à son rythme. Mais c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Je dirais pas que c'est bien, je dirais pas que c'est mal, mais c'est lui qui en a besoin. Mais c'est vrai qu'au départ, je l'aurais pas imaginé comme ça, mais oui, on en parle très peu, ou alors en faisant des blagues, quoi. Ce que tu me dis là, ça me fait penser moi à la question inverse que j'ai envie de poser à Camille. C'est est-ce que toi, on t'a déjà perçu comme la personne aidée tout le temps et que toi, en fait, tu n'es pas la copine, tu es la personne aidée et Victor est ton auxiliaire? Oui, carrément. Ça m'a justement fait penser à ça, à cette anecdote quand tu en parlais. On commençait à être ensemble et donc on faisait souvent les allers-retours Montpellier-Bordeaux, enfin l'un Montpellier, l'autre à Bordeaux. Et une fois, j'étais à Bordeaux et on était dans un parc et je marchais parce que donc je peux aussi un peu marcher en béquille sur des petites distances. Et lui était à côté de moi, du coup marchait à côté de moi et là il rencontre une ancienne collègue à lui du cabinet libéral et ah salut, oh je te dérange pas, t'es avec une patiente. Wow. Et en fait, encore une fois, remettons dans le contexte qu'on est tout juste ensemble. Mais en fait, ce truc, remettons dans le contexte qu'on est tout juste ensemble, qu'on passe pas non plus régulièrement de temps ensemble, et donc on n'est pas forcément confronté à ce quotidien aussi de rapport aux autres, etc. Donc, et puis voilà, il y a la relation amoureuse qui du coup, effectivement, c'est encore plus intense. Donc là, c'était un peu compliqué et je crois qu'il avait répondu non, c'est ma copine, voilà. Et on est très vite passé à autre chose et voilà, après il l'appréciait. Enfin, c'était vraiment une collègue, il l'appréciait pas particulièrement ou quoi. Mais après, ce truc-là est souvent arrivé aussi quand j'étais avec mes copains de rugby fauteuil et on a notamment un ou deux autres copains qui sont éducateurs ou en tout cas qui s'occupent d'autres jeunes en situation de handicap et tout, qui eux sont debout, valides et où on les a, pareil, on était avec eux à lui et nous en ville, donc 4-5 fauteuils et lui debout et où pareil, ils lui ont demandé ah désolé, je te dérange pas trop, t'es avec tu travailles là quoi, en tout cas ça. Pareil, lui aussi a répondu très simplement non, c'est avec mes potes et on va boire une bière. Salut, à bientôt. Et donc, tout ça pour dire que dans ces moments-là, voilà, c'est forcément un peu gênant. Après, tu passes à autre chose. Je pense que c'est d'autant plus gênant pour la personne qui après pose la question et a ce genre de réponse à dire oh purée. Et j'espère qu'après, la personne réfléchit derrière en se disant ah ouais, en fait, je fais des liaisons directes. Mais en même temps, voilà, c'est pas non plus complètement ahurissant de poser cette question-là, en sachant que la personne en question travaille avec des personnes handicapées, tu vois. Non, évidemment. Et c'est rigolo à quel point ça peut être la première idée, en fait, qu'ils n'arrivent pas à poser une question plus neutre. Parce que moi, justement, à l'inverse, ça m'est déjà arrivé d'être avec une amie et qu'on me dise ta meuf, je suis en couple avec qui je veux. S'il te plaît, laisse-moi donc. Et donc, c'est rigolo à quel point on essaye toujours de poser des rôles sociaux aux personnes, aux gens, et qu'on fait toujours un comparatif avec qui elle est, donc avec une personne handicapée ou autre. Et je pense que je vais pas être la seule à qui la question a déjà été posée, mais souvent quand je dis que je suis en couple, on me demande « Ah, mais il est comme toi ?» Il, elle est comme toi.
Alors, comme moi, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Bah, tu sais, viens après quand même en fauteuil. Ouais, c'est une question qu'on s'est posée un peu aussi le mois dernier sur cette injonction aux personnes handicapées à être en couple avec des personnes handicapées, que déjà finalement c'était pas si simple, mais que c'était aussi possible parce que fallait que ça soit. C'est un sujet de communication dans un couple en fait, le handicap, et surtout si on est deux personnes handicapées, ça demande la communication plus. Moi, je voulais revenir tout à l'heure où on parlait d'anticipation. Ça fait un lien à quelque chose dont on parlait pendant la préparation du rapport au temps. Que le rapport au temps était totalement différent, que le rapport à l'organisation l'était aussi, et que en fait, le handicap obligeait à prendre le temps aussi en quelque part. Et ça, au sein du couple, comment c'est vécu? Parce que notamment, tu le touchais du doigt un petit peu, Camille. Victor est valide, donc il a dû apprendre ce rapport au temps différent aussi. Oui, carrément. En plus, Victor est des fois un petit peu hyperactif. Et du coup, il est très vite... je pense qu'il est très vite descendu d'un étage. Enfin, en tout cas, je lui ai dit qu'il fallait se calmer. Enfin, en dansant. Mais souvent, il dit que... Enfin, j'aime bien cette phrase, elle est un peu mignonne, je trouve. Il dit qu'on peut tout faire avec moi, mais que ça prend juste plus de temps. Et je trouve ça mignon parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, quasiment tout, parce que même voilà, enfin là au Salvador, on a fait des mini randos, des trucs où j'ai marché. Tant que voilà, il y a un certain parcours, c'est un certain degré d'activité, une certaine énergie aussi à ce moment-là et tout, c'est possible. Donc on a fait 2-3 trucs comme ça qui étaient un peu folklore. Et donc en effet, aller à cette cascade, oui, ça aurait pris 20 minutes peut-être pour quelqu'un de valide, et pour nous ça a bien pris 2 heures, je pense, prenant le temps et tout. Mais voilà, ça faisait aussi partie du jeu, de l'aventure. Après, là, c'est un contexte de voyage, donc on a forcément le temps est encore complètement différent. Dans la vie de tous les jours et le quotidien, ouais, ça se re-questionne, quoi. Il y a oui, du coup, un peu plus d'anticipation, ou alors il y a vraiment des moments où on se laisse, quoi, et on se lâche. Il y a des fois où si vraiment il faut être là à l'heure et que moi je suis pas du tout prête, en fait il peut partir plus tôt et je le rejoins plus tard. On accepte aussi de se séparer, quoi. Si il faut faire des trucs dans un temps imparti, on accepte de se laisser un peu plus, quoi. Et ouais. Est-ce que c'était pas plus facile dans le cadre du voyage, où justement, dû au voyage, le rapport au temps était déjà différent, donc forcément c'était cohérent pour vous de trouver un autre rythme, alors que dans le quotidien, on est forcé à faire les choses toujours vite, et donc des fois ça peut être compliqué d'aller à l'encontre de ça. T'as un peu l'impression d'aller à contre-courant. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En plus, là, le voyage, tu te heurtes à un rapport au temps, un rapport aux infrastructures, au fonctionnement et tout, qui ne fonctionne absolument pas comme toi, tu t'y attends. Donc, finalement, que tu sois valide ou en situation de handicap, tu es confronté à des horaires qui varient. Tu ne sais pas trop pourquoi, à des bus qui passent ou ne passent pas, tu sais pas, à la possibilité d'aller à la plage alors que tu es vraiment à 2 km. Mais en fait, non, il y a vraiment des trucs comme ça, alors que oui, dans le quotidien, et puis tu es heurté à aussi beaucoup de stimulation. Genre, il y a les amis qui demandent de sortir, et puis en fait, il y a tel truc à faire, puis il y a tel truc à aller, puis tel machin et tout. Et là encore, je sais pas si c'est le handicap qui joue ou juste... l'énergie des fois qui est pas, mais là encore moi j'accepte davantage d'accepter la fatigabilité ou juste le fait de pas avoir envie d'y aller et dire encore une fois vas-y, en fait, si toi tu veux et que tu as l'énergie et que laissons-nous ce soir. Et c'est ok. Je sais pas. Est-ce que toi, Julie, tu as des réactions par rapport à ce rapport au temps, l'organisation? Alors forcément, étant donné qu'il n'y a pas, il y a pas le fauteuil, il est mal marchand, mais en soi au niveau du temps, ça va. Si ce n'est que
Moi, j'aime pas être en retard. Et, et du coup, si on est en retard, je cours. Lui, non. Donc, je ralentis. Et je râle. Je prends sur moi. Non, pas trop, non. Je devrais. Mais je râle un peu, mais... Mais est-ce que, par exemple, désolée, je reviens sur les détails que tu donnes, mais est-ce que, par exemple, dans ces moments-là, ok, donc tu râles parce que t'aimes pas être en retard, mais est-ce que tu lui reproches? Est-ce que lui, il dit ah merde, on aurait dû partir avant? Ce que je lui reproche, c'est d'avoir commencé à prendre sa douche 10 minutes avant de partir et c'est à cause de lui qu'on est en retard. Mais non, je lui reproche pas de pas pouvoir accélérer, juste parce qu'il est en retard. Mais parce que c'est toujours à cause de lui qu'on est en retard. Absolument aucune mauvaise foi. Non, évidemment que non, mais ouais, je râlouille, mais bon, d'abord ça passe vite, et puis et c'est jamais grave. Mais je dirais pas plus que ça, forcément, on perd moins de temps. Et sur l'anticipation, c'est vrai qu'il y a des sorties du coup que j'imagine pas. C'est plus ça. Mais il y a tellement d'autres choses à faire que je me sens pas privée. Quand on a dû partir en week-end, par exemple, ou en vacances et tout ça, oui, il y a des choses que, non, pas ça. Mais il y a d'autres choses, quoi. Donc, oui, je dis non à certaines choses, mais je me sens pas privée pour autant. Est-ce que vous vous êtes déjà laissé de la liberté à des solutions? Là, typiquement, quand tu racontais la situation de devoir marcher longtemps dans un village, est-ce que louer un fauteuil roulant, ça a déjà été une solution possible pour vous ou pas du tout? Pas du tout. Et alors là, encore une fois, je pense qu'il ne l'imaginerait pas du tout. Mais d'un côté, il fait des pauses. Et on peut faire les trajets, donc c'est ça. Ça mettra un peu plus de temps, mais non, je pense qu'il voudrait pas. Et puis c'est rare qu'on se balade 3 heures. Donc il n'y a jamais eu l'occasion, s'est jamais présentée, mais non, je crois pas, quoi. Et puis je sais qu'il a eu des fauteuils petits quand il s'était fait opérer, tout ça, parce qu'immédiatement il était très bloqué et il en garde pas un bon souvenir. Et d'autant que c'est ça, c'est un petit garçon qui a grandi dans une famille, c'est le seul qui a un handicap et tout ça, et donc c'est suffisamment dur pour ne pas, pour lui, il refuserait de se rajouter le moindre truc. Mais d'ailleurs, quand j'ai essayé de préparer la conférence avec lui et tout ça, donc je lui posais des questions auxquelles il me répondait furtivement en faisant des blagues. Je lui ai dit t'es pénible, aide-moi à préparer s'il te plaît. Et quand je lui ai demandé ce qui l'handicapait le plus, lui il m'a répondu c'est mon TDAH. Ouais. Okay. Ouais. Pour lui c'est ça. Parce qu'il a été diagnostiqué ou il s'auto-diagnostique et en ce moment il est en plein dedans. Je sais que ça lui prend la tête et tout ça, mais pour lui ça existe pas vraiment. Ouais. Ça et la paralysie faciale. C'est drôle, c'est pas du tout son handicap de naissance. En fait, ouais, je sais, c'est drôle. Est-ce qu'il est passé à autre chose ou pas du tout au point de le nier? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Franchement, j'ai pas la réponse, pardon. Mais oui, ce qui l'handicape, lui, c'est plus donc ce qui est arrivé plus tard avec sa tumeur, où justement en ce moment, c'est son hyperactivité. Je pense qu'en effet, il y a une notion aussi dont on parle peut-être pas assez, mais ce qui peut nous handicaper le plus, c'est ce qu'on accepte ou pas, qu'on soit d'ailleurs valide ou handicapé en fait. Quelque chose qui ne nous accepte pas, qu'on n'accepte pas, c'est quelque chose qui va nous freiner, nous plomber, nous empêcher d'avancer. Donc finalement, c'est pas simplement un diagnostic aussi. Pour avancer un petit peu sur la question du couple, on a commencé à parler un petit peu du quotidien. Et justement, moi, dans le quotidien, il y a une chose dont je voulais parler, c'était la charge mentale et comment elle était divisée dans le couple. Bon, alors déjà, là, on parle de couple hétérosexuel, mais en plus, la question moi, qui m'intéresse, c'est le point de vue qui m'intéresse par rapport justement à ce mix handi-valide. Comment on arrive à équilibrer les tâches en prenant en compte le handicap du conjoint,
Est-ce que c'est des questions? Est-ce que vous en parlez? Ou est-ce que vous allez en parler à partir de ce soir, maintenant? Nous, c'est très implicite. Non, on dirait qu'on communique pas du tout, mais sur plein d'autres choses, on communique. Hein. Mon couple va très bien. Mais j'ai l'impression qu'on ne parle jamais. Qui est-il? Existe-t-il? Mais ça va plus être, je pense, par exemple, au ménage où j'ai imposé la règle de dimanche, c'est ménage. Et j'ai un petit côté un peu rigide. Oh, j'ai ma part. Hein. Mais là-dessus, par exemple, je sais pas, je sais qu'il a du mal à se baisser. Il peut pas se baisser. Et donc, tout ce qui va être près du sol, c'est moi qui le fais. Et Qu'est-ce qu'il y a? mais non, mais je veux dire, et du coup, c'est non, on n'en discute pas forcément préalablement, mais je sais pas, nettoyer les plaintes, forcément, c'est moi, ramasser. C'est des trucs. Merci. Je sais même pas si on a déjà nettoyé. Non, mais des plantes chez nous. comme tu l'as vu. Non, mais. Finalement, on est Il y a sur des questions de fond. C'est quoi les plantes? Non. Que vous nettoyez des Contexte. plaintes. Tu l'as vu, j'ai un chat qui fout énormément de bordel, et notamment avec sa litière, et qui en fout sous les plaintes. C'est pour ça que je nettoie sous mes plaintes. Voilà, je suis pas plus psychorigide que ça. J'adore. Non, mais donc, non, je nettoie pas mes plaintes. Non, enfin, c'est pas une habitude chez moi. Mais je sais pas si tout ce qui est bas, et notamment à cause de mon chat, s'il glisse des choses par terre ou quoi. Oui, c'est moi qui nettoie, parce qu'il peut pas. Si ça m'arrive qu'ils me disent oh, ça, tu sais que je peux pas le faire et tout, je te laisse t'en charger. Et voilà. Ouais. Pour moi, au niveau de la charge mentale, ça me dérange pas de nettoyer les plaintes. Bon. C'est une femme dans un schéma hétérosexuel aussi. Bon, voilà, on remet ça en avant. Mais c'est lui qui cuisine et il fait plus que moi à la maison. C'est lui aussi. Alors, nous, c'est un peu différent parce que l'appartement n'est pas accessible. Et ça joue beaucoup quand même sur la possibilité ou non de faire des choses. Enfin, disons que pour l'entrée n'est pas accessible. Enfin, il y a des marches et il y a un petit jardinet et l'accès au jardin, là où on met les poubelles, par exemple, qui après les poubelles, tu dois les sortir de l'autre côté. Bon, bref. Donc ça, évidemment, c'est absolument pas moi qui fais ça. Mais dans mes colocations précédentes, c'est pas non plus trop moi qui jetais la poubelle, mais je faisais un peu tout le reste. Enfin, non, je pourrais pas dire ça. Non, mais dans le sens, la répartition était un peu différente quand j'étais en coloc. Là, dans le cadre du couple, j'ai l'impression que ça se fait assez naturellement. Moi, je suis à la maison après et donc je fais un peu plus à manger que lui. En même temps, c'est meilleur un peu ce que je fais. Après, il a un poulet une fois par mois. Lui, c'est cuisiner le poulet, donc c'est lui qui fait. Bon, bref, c'est ridicule. Et le ménage, on essaie de faire à deux. On fait pas le dimanche parce que ça nous saoule. Mais bon, il y a plein de trucs qui se jouent dans la capacité aussi à un peu prendre de la distance par rapport à certaines tâches ou pas. Il y a un peu des trucs que j'arrive un peu plus à lâcher si c'est pas fait là à l'instant T ou si c'est pas fait gérer comme ça. Et aussi, je tiens à préciser que j'ai pas d'aide de vie. Chose où, pour plein de raisons, par le fait que l'appartement est relativement petit pour que finalement je puisse gérer ou on puisse gérer, que je puisse gérer. Et aussi parce que j'ai une énorme flemme de devoir gérer les assistants de vie et j'ai vraiment des retours de mes copains autour de moi où c'est vraiment pas facile à gérer et c'est juste une flemme de le mettre en place. Mais à l'avenir, si j'ai un travail qui occupe mon temps et si l'énergie... je pense que... ça me questionne le truc des aides de vie, tu vois. Et juste un petit exemple d'un couple autour de moi où lui est handi et sa femme, et maintenant ils ont un enfant, est valide. Et il m'avait dit un truc très juste où... elle m'avait dit, mais en fait, la part de donc mon compagnon, c'est l'aide de vie qu'il fait.
Et c'est ce que lui fait pas ou ne peut pas ou ne veut pas, enfin, et juste c'est du coup l'aide de vie qui fait sa part, quoi. Et je trouvais ça intéressant, j'arrivais pas à voir les choses comme ça, et donc je me dis ok, ça reste dans un coin de ma tête si jamais un jour c'est difficile à gérer. On a une question. J'allais justement poser la question de l'aide de vie, tout ça. Et j'ai une autre question, c'est est-ce que toi, en tant que personne handicapée, dans le couple, tu as déjà eu peur ou ressenti que l'autre te reprochait d'être fainéante pour pas faire quelque chose et toi, à l'inverse, est-ce que tu as déjà... tu t'es déjà dit oh il est vraiment fainéant alors que parce qu'il te disait qu'il pouvait pas faire telle chose parce qu'il avait mal ou qu'il était fatigué, est-ce que tu t'es déjà dit oh franchement il exagère, ou est-ce que ça a déjà été un truc c'est un truc un peu flou, des fois on peut se dire est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que même au-delà des tâches ménagères, je le vois vraiment comme comment l'autre doit être valide pour doit être autant valide pour compenser justement ce que moi je peux pas faire. Et en gros, donc dans le cadre du quotidien et des tâches de vie et tout, non, je me suis pas me suis pas dit oh là je suis, enfin le rapport à la fainéantise ou quoi, s'il y avait des trucs qu'on voulait pas faire, mais lui comme moi à l'instant T, c'était pas grave et on arrivait à remettre à demain, enfin plus tard. Et où vraiment après on commandait à manger des fois, mais pas trop en vrai, bon bref, parce que je fais très bien à manger parce qu'en même temps j'ai des copines qui font hyper bien à manger, donc qui me donnent des recettes, je raconte n'importe quoi. Mais par contre sur ce truc là c'est intéressant ce que tu dis, parce que Victor il me l'a jamais dit, mais au final à la fin il a mal au dos, quoi. En fait il avait un peu mal au dos et donc voilà, je sais pas trop. Si je peux me permettre, c'est là que l'aidant peut avoir sa place. Ouais. Moi, je veux pas porter le handicap de l'autre. Ouais. C'est pas parce que je t'aime que je veux te porter, tu comprends ? C'est ça du coup que j'ai en tête, et peut-être j'ai tort. Ouais. Je pense que dans une relation de couple, on s'entraide. Est-ce que ça t'aide d'ailleurs si je porte ton problème ? Enfin, c'est des vraies questions aussi qu'en tant que conjoint, moi je me pose. Ou même moi, avec mes difficultés aussi par ailleurs, est-ce que l'autre les porte ? Enfin, voilà. Et là, l'aidant, du coup, il t'autonomise, je pense. Ouais, après, là, tu vois, dans le cadre du voyage, par exemple, c'était compliqué, quoi, un aidant. Et après, là, il y a plein de trucs qui se jouent. Hein. On a choisi un pays qui n'est pas hyper accessible. On était dans des villes, dans des lieux, avec du matos, peut-être aussi, où ça aurait pu être... Enfin, il y a plein de choses qui pouvaient se jouer. Mais juste, ce qui me questionne, c'est... Parce que lui, il ne retient pas ça du voyage, hein, évidemment. Lui, il retient un super beau voyage où il n'a jamais eu l'idée, la sensation d'être mon aidant jusqu'à ce moment-là où il m'a aidé là, avec ce truc ridicule. Mais après, on en a parlé et tout, et ça s'est bien fait. Mais c'est juste... oui, c'est juste quand il m'a dit ouais, il faut que je sois un peu toujours au top de ma forme. Et où là, je me suis dit ah ouais. En fait, parce que moi aussi, je suis pas je suis pas validiste avec lui-même en mettant un peu sur lui une espèce de pression un peu inconsciente, hein, mais de lui dire non, c'est bon, allez, vas-y. Est-ce que c'est une pression inconsciente ou plus une pression non dite, ou ça reste dans le non dit, dans une évidence de lui, il est valide, donc il peut, et est-ce qu'il doit ? Ouais, c'est ça. Et puis à quel point ça l'encombre, à quel point justement il porte ça ou pas, à quel point c'est compliqué ou pas pour lui de... je prends un exemple très gros, mais de sortir la poubelle tout le temps, enfin voilà, et ça versus toutes les autres actions de la vie, quoi. Peut-être pour le coup, on peut laisser Julien parler de ça. Est-ce que toi, de ton côté, c'est lourd de toujours devoir faire les... Alors, pour les deux, j'ai un truc à dire. D'abord, pour la fainéantise, typiquement, j'ai un exemple. Il n'y a pas longtemps, mon chat, toujours le même, que j'aime de tout mon cœur, mais qui s'est mis à nous pisser partout dans l'appartement. Partout. Et c'était toujours au sol. Et donc, c'était... Forcément. Donc, c'était toujours moi qui nettoyais. Et sur le coup de l'énervement, je lui ai pas dit, mais dans ma tête, je me suis dit, franchement, il fait chier. C'est toujours moi qui nettoie. Trop facile de pas pouvoir nettoyer par terre. Au bout du 15e pipi, franchement, je lui en ai voulu. Je lui ai rien dit. Et très rapidement, dans ma tête, je savais que c'était une pensée déraisonnable. Mais ça m'est arrivé de le penser
tout en sachant que je ne devrais pas le penser, mais je le pense quand même. On se raisonne, mais c'est sûr que ça peut venir. Et du coup, pour toujours cette question aidant, et moi, c'est surtout couple ou patient, je dirais même, c'est à cause de son visage, il a des douleurs au niveau des joues et tout ça. Donc, il voit une kiné une fois par semaine, qui n'est pas moi, et une orthophoniste aussi. Et sauf que pendant un moment, ça lui fait du bien quand on lui masse le visage. Et donc, de temps en temps, quand il avait mal, je lui massais la joue le soir. Sauf que d'abord, j'ai ma journée de boulot dans les pattes. Et puis en plus, quand c'est long, ça fait mal au pouce à la fin de faire ce genre de pratique. Et d'autant qu'on n'est pas dans un cabinet, donc je ne peux pas bien m'installer et tout ça. Et sauf que ça lui fait du bien. Donc au bout d'un moment, c'était devenu tous les soirs. Et j'en avais marre. On a mis un temps à trouver cet équilibre parce que si ça lui fait du bien, évidemment que je veux bien le faire, mais pas tout le temps. Et puis qu'il puisse accepter mon non aussi, que je suis pas obligée de t'aider, même si je sais que toi ça te fait du bien, mais moi je peux pas toujours le faire parce que je suis fatiguée ou parce que j'ai pas envie. Et donc là-dessus, c'est vrai que j'y pense et on a plus ou moins réglé la question. Il y a encore des soirs où on a mis des règles, par exemple. Il a le droit de me demander, mais pas à partir du moment où on est couché, parce que là, j'ai trop la flemme. Mais donc, sur le canapé, si tu veux, pendant le film, allez, je veux bien. Donc, on a mis certaines règles en place pour un petit peu aider à clarifier cette question. C'est vrai que ça fait partie des fois où, même plus que aidant au couple, enfin là, en plus, c'est vraiment la question du patient, dans mon cas, où parfois, je lui dis, voilà, là, j'ai pas envie d'être taquinée ce soir. Je dis pas comme ça, c'est hyper cru, mais c'est un peu comme ça que je le pense, quoi. Enfin, même pas, non. Mais ce soir, j'ai pas envie. Ce soir, j'ai pas envie, et le fait d'accepter le non aussi. Alors, Julie, il existe des super balais aspirateurs pour ton chéri qui ne l'obligeront pas à se pencher. Voilà, non, moi, c'était pas pour te dire ça, mais juste pour apporter mon témoignage, qui est un peu plus rigolo. Dans le sens où j'ai été en couple il y a quelques années avec un garçon qui était assez original. Et il y a eu un moment où on s'est retrouvés au bord d'un lac et on est allé visiter une cabane de pêcheurs. Et en fait, il m'a mis le fauteuil sur une barque. On est parti, on est arrivé près de la cabane. Là, il m'a mis sur son dos comme un sac poubelle. Et ensuite, on est allé direct à la cabane. Et là, je pouvais plus bouger. Mais bon, j'étais pas avec un serial killer, donc tout allait bien. Et on a bu une coupe de champagne. Voilà. Et en fait, c'est juste pour dire qu'il y a aussi des moments qui sont drôles et qui sont romantiques et que c'est pas toujours... Je pense qu'il faut mettre aussi un petit peu d'humour parfois dans le handicap. Et bon, j'imagine que vous avez aussi... vous êtes trouvé dans des situations pareilles. Voilà. C'est un sujet que je voulais aborder en effet plus sur la fin, mais on peut l'aborder maintenant sur l'aspect du handicap. Est-ce qu'il n'apporte pas aussi quelque chose au couple ? Est-ce qu'il ne permet pas d'avoir des gestes de care, des gestes d'amour ? On parlait de cette situation de faire les lacets de chaussures, Camille. Toi, Julie, j'entendais ce réflexe de toujours penser à lui apporter une chaise parce que lui n'osera pas le demander. Est-ce que ça permet pas aussi ce genre de choses, le handicap, ce genre de point d'entrée pour nourrir la relation et nourrir l'amour qu'il peut avoir entre deux personnes ? Si, bien sûr. Merci de cet exemple trop mignon. J'espère que la barque, après... J'imaginais une suite un peu loufoque où la barque se barre avec ton fauteuil dessus et là, wow, il a fallu qu'il nage pour aller le rattraper. Vraiment, j'aurais trouvé ça trop drôle. Et donc, bien sûr, évidemment que le handicap... enfin, même pas au final le handicap ou pas, je sais pas, on est amoureux et on est ensemble. Et donc, c'est bien parce qu'on s'aime et qu'il y a plein de raisons aussi, le pourquoi du comment on est ensemble, au-delà d'un fauteuil ou pas. Et oui, il y a toujours un peu des moments, toujours un peu folklore aussi. Peut-être un peu moins dans un quotidien de vie ou quoi, mais justement, en cas de voyage ou quoi, ça revient.
Et nous, sur une anecdote un peu rigolote, une fois, on voulait grave faire les comédiens, mais on commençait tout juste à être ensemble aussi. Et on était à un café et tout. Et il y avait un couple qui s'engueulait derrière, enfin au loin et tout. Et on écoutait un peu, enfin on commençait vraiment tout juste à être ensemble au début. Et on s'est dit merde, comment ça va finir, machin. Et là, lui, il a eu l'idée de faire ça, quoi, de faire la comédie nous aussi, à s'engueuler en fait devant tout le monde et tout, et à balancer des dingueries justement par rapport au handicap et tout. Enfin des trucs n'importe quoi. Bon, après, on n'est pas comédien, donc on n'a pas osé, on n'a pas été jusque-là. Mais l'idée d'imaginer cette scène et de se dire, ok, moi je te dirais ça, ah ouais, moi je te dirais ça, et de faire vraiment un sketch devant tout le monde et tout, je pense qu'on le fera un jour. Donc ça, c'était un peu rigolo. Il n'aurait pas forcément pu se permettre ça avec d'autres copines, s'il a des copines valides. Donc ça, c'était un peu drôle. Et toi, est-ce que je sèche. Non, qu'est-ce qui est de l'amour du couple et qu'est-ce qui sort du handicap? C'est clair qu'on... Et puis, je veux dire, on s'aide mutuellement. J'ai mes coups de mou, j'ai mes mauvais moments. Et puis, et il sera là comme je peux être là pour lui. Parce que, oui, surtout par rapport à la tumeur, par exemple. Ça a été très, très difficile pour lui. Et donc, j'ai dû le soutenir. C'est vrai que c'est des déclarations d'amour, mais qu'est-ce qui est... qu'est-ce qui vient de là, qu'est-ce qui vient d'ailleurs je ne saurais trop te répondre. Oh, y a pas... Je pense qu'il n'y a pas de réponse, mais plutôt de dire que le handicap peut être un point d'entrée à ça. On fait beaucoup de blagues là-dessus. J'ai découvert les places handicapées, c'est génial. J'adore. Quand le parking est plein, c'est vraiment trop bien. Mais t'as une carte de kiné, de toute façon, tu peux te garer proche, toi aussi. Mais si un parking est plein, le soir, on va en ville, je me gare pas sur une place handicapée, quoi. Enfin, j'ai un peu de respect quand même. Encore plus. Enfin, non, je l'ai jamais fait. Non, mais blague à part, je sais pas, évidemment que ça apporte plus de gestes d'affection. Plus, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça vient de là ou pas? Le handicap, de manière générale, hein, sans même parler de la relation de couple ou de la relation amoureuse. Mais je pense que handicap et relation amoureuse, ben là, il y a quelque chose d'une nature où on entre dans autre chose que les gens ne connaissent pas et que vont toujours croire à devoir sacrifier des choses. Alors qu'en fait, il y a tellement plus de choses. On redécouvre des choses aussi où la simplicité de lasser ses chaussures peut être complexe et finalement peut être aussi une point d'entrée pour autre chose où c'est plus uniquement lasser ses chaussures, quoi. Ouais, ça devient des gestes d'affection, des gestes d'amour aussi d'une certaine manière, que ce soit ça ou autre chose. Il y a des questions, déjà, ou des interventions, oui. J'ai une question, mais c'était pas sur l'amour, c'était sur ce que tu disais tout à l'heure avec Pousser. Donc, je sais pas si je reviens de maintenant ou... moi, j'ai une question par rapport à pousser l'autre dans ses limites, que ce soit physique ou pousser l'autre à accepter son handicap ou je ne sais trop quoi. Voilà. C'est un truc qui revient beaucoup dans mes relations où des fois je me sens poussée parce qu'en tant que personne handicapée je me sens poussée, je sens que l'autre essaye de me pousser dans mes limites, de me dire allez ce serait bien que tu marches un peu plus, que tu fasses un peu plus ça, et des fois c'est positif et le plus souvent c'est assez négatif pour moi, je le ressens, enfin ça peut être très violent
Et du coup, je me demandais comment est-ce que vous avez vécu ça, comment vous y faites face, est-ce que aussi en tant que conjointe d'une personne handicapée, t'as eu envie des fois de lui dire non mais sérieux, achète justement une serpillière ou t'as pas besoin de te baiser, pose-toi aussi les bonnes questions, arrête d'utiliser le handicap comme un prétexte. Je sais pas, hein, je connais pas assez bien votre couple, je veux pas juger non plus, mais voilà, prendre l'autre et le secouer et lui dire maintenant voilà, bouge-toi quoi. Vas-y, je sais plus ce que je voulais dire. Je prends haut. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que je parlais notamment de l'acceptation, qui pour moi n'était peut-être pas complète. Par exemple, par rapport à ça, parce que c'est là où je me reconnais le plus dans ta question. Je veux dire, je fais hyper attention justement quand je parle de ça et tout ça, parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Et justement, en travaillant avec le handicap aussi, j'ai vu des gens accepter ou pas, passer plus ou moins. Et je trouve que c'est tellement personnel. Évidemment que je suis là s'il y a besoin, que je l'écoute, qu'on me parle, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas à moi de l'obliger, de le pousser. Et je crois que je le fais assez bien de réussir à garder cette bonne limite. J'espère, en tout cas. Ouais, je crois que c'est vraiment considérer aussi les limites de chacun, mais même en fait au-delà de la situation de handicap, finalement t'es quelqu'un de pas sportive et d'un coup la conjointe te propose une rando de je sais pas combien de trucs ou de ski, enfin peu importe, un truc un peu physique ou quoi, ou juste c'est aussi se connaître soi-même et connaître ses propres limites. Et alors c'est ce qui est un peu bâtard entre guillemets avec le handicap à moitié debout, à moitié fauteuil, c'est que quand on se dit que t'es debout, finalement tu peux un peu tout faire, puis c'est bien pour toi, etc. Mais c'est vraiment aussi de se connaître, je pense que c'est vraiment de poser ses propres limites et de se dire et puis de considérer aussi que chaque jour est un peu différent, quoi. En fait, on a vraiment des états qui sont du coup impermanents, tout à fait. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, Victor, c'est ce qu'il a dit aussi à Damien quand il a préparé la conférence. Il m'a demandé très rapidement dans les débuts de la relation, en fait, quel était mon handicap et quelles étaient les caractéristiques de mon handicap. Alors, je pense de par le fait qu'il soit kiné, il mettait quelque chose derrière. Et il me demandait si c'était évolutif ou dégénéré, enfin évolutif. Et je trouvais ça intéressant parce que ça m'a pas, dès lors que je lui ai répondu, ça a attesté quelque chose sur lui, quoi. Il s'est dit, ok, c'est bon, en fait, je peux peut-être projeter un truc avec elle parce que c'est pas évolutif. Et j'ai trouvé ça un peu fou quand il l'a dit à la préparation de la conférence. Je me suis dit, mais enfin quoi, en fait, ça veut dire que du coup, tu te bloques d'une relation si jamais ça l'est pas, enfin, si jamais ça l'est justement. Enfin, je sais pas, c'était particulier, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et donc du coup, oui, par rapport à ça, je pense la solution, c'est vraiment d'arriver à poser ses propres limites, soit en fonction de ce qu'on peut là à l'instant T. Et ça, ça veut pas dire qu'on est feignant et qu'on est hyper limité. Ça veut dire que là à l'instant T, ce truc-là, c'est non, quoi. Et si l'autre force en face, non, quoi. Là, on revient à un sujet qu'on aborde très régulièrement à Dirty People et dans le cadre du handicap, mais on revient à la notion de consentement. Finalement, on en parlait dans la situation de Julie, de sa position de personne valide à la position de personne occupée. Ben non, c'est pas parce que je suis valide que je peux tout faire. Et là, à nouveau aussi, ce consentement-là, quand toi tu dis non de ta position de personne concernée, ben il n'a pas à te demander de justification, à remettre en question ce que tu dis. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Ben si, toi, tu sais, tu es dans ton corps. Donc, en fait, ça demande aussi de l'assertivité, ce qui est complexe, déjà de base, pour tout le monde. Mais là, c'est une assertivité dans son handicap. C'est non, je suis sûr que je ne peux pas faire ça. Ne remets pas en question ce que tu ne vis pas, en fait. Là aussi, je pense qu'il y a cet argument-là qu'on peut avancer, c'est tu n'es pas une personne concernée. Tu ne vis pas mon handicap, donc il n'a pas de remettre en question. Moi aussi,
j'ai pu être avec des personnes dans mon entourage, en couple ou pas, mais qui disent tu ne fais pas assez d'efforts. On revient à cette idée-là. Bah, ce n'est pas aussi simple que ça. Peut-être que dans ton imaginaire validiste, c'est le cas. C'est aussi simple que ça qu'il faut faire des efforts et on aura des millions. Ben non. En fait, la question est pas si simple. Et pour la question de l'évolution, la maladie, s'il y a un handicap évolutif, je pense qu'il y a une complexité parce qu'en fait, cette notion d'impermanence, d'instabilité au sein d'un couple, elle est complexe. Parce qu'en fait, c'est déjà une question qu'on n'a pas envie de se poser, parce qu'on est en couple, on est amoureux, on s'aime, donc voilà. Et pour quelque chose que je t'ai pas dit pas plus tard que ce midi, c'est que en fait, tu me rends compte là, à l'instant T, on va peut-être tomber amoureux l'un de l'autre, mais dans 10 ans, je ne serai plus comme à l'instant T. Donc c'est aussi un choix beaucoup plus fort à mettre en avant. Mais là, on parle de la notion de handicap, mais c'est hyper prégnant aussi avec un rapport au trauma, un rapport, justement, tu le disais tout à l'heure, à porter sur les épaules le poids de l'histoire de l'autre, mais de manière avec un grand H, de manière très très générale. Jusqu'à quel moment je peux entendre ce que tu me dis, jusqu'à quel moment je me confie, jusqu'à quel point je te parle de mon histoire avec mon père. C'est très cliché, mais on revient là-dessus. Et là encore, c'est poser des limites. Alors, et c'est hyper complexe dans le cadre amical et amoureux et ou amoureux. C'est, vu qu'il y a l'affectif qui entre en jeu, en fait, tu peux être dans des sphères hyper intimes, des trucs où on se confie, machin. Mais en fait, ouais, jusqu'à quel point ne pas devenir le psy de l'autre, quoi. Enfin, je caricature, mais... et là encore, c'est poser quelque chose et poser des limites, quoi. Je crois dès lors que ça t'encombre toi-même, tant sur le plan psychologique que physique. Là, Victor, par exemple, d'avoir mal au dos, tu vois. À la fin, peut-être il y a justement un point de limite, quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce que Julie, tu as des choses à rajouter? Je suis complètement d'accord. Merci Julie. De rien. Moi, pour finir cette conférence, parce que l'heure tourne, il reste quelques minutes, on a un peu commencé à l'aborder, mais moi, justement, je trouvais que ça pourrait être intéressant de finir là-dessus, mais justement, c'est quoi l'équilibre à trouver entre le handicap et l'émotion? Parce qu'au final, on s'en est bien rendu compte avec Camille lors de la réunion de préparation, mais pendant longtemps, on n'a fait que parler de handicap. Est-ce qu'au final, dans le quotidien, il y a le handicap qui revient tout le temps? Ou est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux? Ou est-ce qu'au final, ça englobe? Est-ce qu'au final, le handicap a quelque chose à prendre en compte dans la relation de couple comme n'importe quel autre paramètre? Non, il y a l'amour. Il n'y a que l'amour, toujours l'amour. Et avec Victor, on arrive vraiment à considérer à vraiment poser des moments sur... En fait, là, on ne s'aime pas. Genre vraiment, là, à l'instant T, on n'est pas amoureux l'un de l'autre. Et c'est OK, en fait. C'est pas grave. Ça veut pas dire que dans 5-10 minutes, un jour, on ne sera plus. Et ça veut pas dire qu'on le sera plus jamais. Mais là, à l'instant T, on s'aime pas. Donc viens, on règle pas des problèmes, on règle pas des trucs, ou on parle pas de trucs. Parce que là, à l'instant T, on ne s'aime pas. Et des fois, on est plus amis qu'amoureux. Des fois, on est plus amoureux qu'amis. Et voilà, je trouve que c'est OK. En fait, c'est aussi qu'est-ce que t'entends par être en couple? Ça veut dire quoi, en fait, être en couple? Ah mince, c'était le sujet de la conférence. On l'a pas traité. Allez, on recommence tout. Voilà, c'est aussi qu'est-ce que tu veux pour ton couple, pour toi en tant que couple, et puis comment se définit le couple, quoi. C'est tellement infini et c'est tellement au-delà aussi du handicap. Et en effet, le handicap est une caractéristique, comme il peut ne pas l'être là, maintenant, et peut-être il le sera dans 5 ans, dans 5 heures, ou je ne sais quoi. Peut-être pas, Oui, parce que d'après... Non, on ne revient pas les chiffres. Très bien. En conclusion. Julie, qu'as-tu à dire là-dessus? Pour répondre, je pense que... je dirais que quand Damien m'a proposé de participer, moi, je lui ai dit, écoute...
ok, mais j'ai vraiment rien à dire. Parce que pour moi, mon Heureusement. couple... Ça va, j'ai parlé un peu quand même. Heureusement que je suis une pipelette. Hein. Je lui dis parce que pour moi, mon couple, je vois pas très bien la différence avec celui de mes copines. Et donc, tu me dirais, quel est l'équilibre ? J'ai une anecdote. Quand au début, on était ensemble, je voyais plus... Assez vite, le handicap a disparu à mes yeux. Ça m'est arrivé de me balader dans la rue et de voir des gens se retourner vers nous, de regarder si j'ai pas la braguette ouverte ou de regarder s'il n'y avait pas une tache sur mon pull. Mais non, à tel point, je pouvais pas imaginer, je voyais pas ça avait tellement disparu à mes yeux que pour moi, j'avais une tache si on nous regardait. Je l'avais pas encore. Une tache de pipi de chat, je répète, Newton. les auditeurs qui écouteront, parce que c'est très drôle. Mais donc, quel est l'équilibre pour moi, c'est ça. Moi, ma vision de mon couple mixte, encore une fois, c'est très personnel. Hein, mais le handicap, il est pas là dans ma vie de tous les jours. Je le vois quand on est à l'extérieur, quand on est en rendez-vous médicaux, quand mes copines m'ont posé beaucoup de questions. Et j'étais tellement contente de pouvoir leur raconter et de les ouvrir, leur esprit en tout cas. Mais voilà, donc pour moi, c'est ça, c'est ce que je te disais au début. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir raconter ? Mon couple, Ouais, il moi, n'est pas très intéressant, quoi. ça me rappelle quelque chose que tu as dit pendant la préparation aussi. C'est qu'en fait, toi, tu avais au départ un imaginaire d'un modèle de couple qui serait anti-valide, comme on pourrait avoir des modèles de couple homme-homme, homme-femme, femme-femme, etc., etc. Que finalement, non. Finalement, Oui, c'est ça. ton expérience t'a prouvé que non. C'est ça, c'est exactement ça, tu as très bien dit. Qu'avant, je me disais que si je l'imaginais, c'était une forme de couple, comme il pouvait y exister d'autres formes de couple, comme tu l'as cité. Et en fait, mon couple, il est comme tous les couples hétéronormés qui font leur ménage le dimanche, quoi. Les plaintes. Je pense qu'on est sur une bonne fin d'épisode, non ? Finalement, un couple hétéronormé Parfait. qui fait ménage le dimanche. Non. J'ai l'air nulle, on discute pas dans mon couple et je nettoie mes plaintes. Ma vie est nulle, mais mon chat est très mignon. Mais il pisse partout, on ne sait pas Plus pourquoi. maintenant, il est castré, c'est fini. Non, merci, c'est très chouette. Trouve une fin, c'est toi, petite de merde. C'est toi l'animateur. Tu trouves une fin. La meuf, c'est je pose ta question sans problème. Par contre, pour finir, tu te débrouilles, quoi. Non, mais vive Super. l'amour, nous sommes le mois de l'amour, donc juste Oui. Aimons-nous les uns les autres. Saint-Valentin, tout ça. aimons-nous les autres, aimons-nous nous-mêmes d'abord. Aimons-nous nous-mêmes d'abord. Et Considérons-nous nous. Et le couple ou juste être avec quelqu'un d'autre n'en sera que Plus beau. bénéfique et plus beau, ouais. Moi, je Ouais. dirais que le plus important, c'est l'écoute. C'est l'écoute et moi qui parle pas du tout avec mon copain, mais c'est nul. Mais je veux dire l'écoute et la bienveillance, de savoir, peu importe le problème handicap ou pas, de savoir les limites de l'autre et voilà. Voilà, finalement, on a trouvé une meilleure fin pour cette conférence. Merci beaucoup. Mais il y a une dernière question pour finir. Bonsoir tout le monde et voilà, je trouve merveilleux votre témoignage et je vous souhaite que ça dure même jusqu'à la fin de la vie, quoi, de vos jours. Et je vous le souhaite, non mais vraiment, hein. Et je voulais savoir juste, il faut toujours garder espoir, hein. Faut être positif. Je voulais savoir dans votre relation, est-ce que vous envisagez, à ce stade-là aujourd'hui, ou peut-être vous en parlez pas encore, de vouloir avoir des enfants ou pas? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est un sujet tabou ou pas entre vous? Ou c'est pas le moment? Alors, nous y répondrons dans 2 mois, le 12 avril, mardi 12 avril à 18h. 9 avril. Oui. Deuxième mardi du mois à 18h, on traitera de la parentalité, justement. Voilà. Tout à fait. Eh ouais. Non, tu veux Oui.
On a travaillé un petit peu sur les thématiques. Si Vas-y. ça intéresse juste très rapidement. Bon, personnellement, je me pose la question, je suis pas encore sûre. Il y a des pour, des contre, mais on en a vraiment discuté dans le sens où c'est dur ce que je vais dire, mais si son handicap avait été héréditaire, je sais pas si j'aurais voulu des enfants génétiquement avec lui, parce que vivre avec un handicap, il peut y avoir plein de choses jolies, mais de là à l'imposer à un enfant, c'est quand même. C'est pas vers où elle va. Ouais, C'est non, mais pas vers où je tu vas, il est sais que 19h30. je sais que c'est tendu, Ouah. mais c'était vraiment, enfin, c'est pas une question aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité, mais c'est une discussion qu'on a déjà eue. On n'est pas d'accord d'ailleurs, mais c'est mon point de vue. Voilà. Voilà, on finit sur une petite dinguerie. Truc, Pardon, On vous pardon, invite à revenir au prochain On conférence. vous laisse pour l'entracte. On vous laisse pour l'entracte. Ça reprend 1h30 encore sur ce sujet-là. Pour ou contre avoir des... On vous invite à revenir à la conférence du mois d'avril pour avoir la réponse à cette question. Sur ce, merci à mes invités d'avoir témoigné ce soir. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir posé des questions, d'avoir été à l'écoute. Vous pourrez retrouver l'émission sur YouTube, sur Radio FM+. Et on peut se retrouver le mois prochain, le 12 mars, pour finir notre triptyque sur relations intimes, couple, sexualité, par la sexualité. Le sujet que tout le monde se pose, la question que tout le monde se pose, nous allons y répondre. En tout cas, bonne soirée à tous, à toutes, et merci d'avoir été là. Dear. Valide. People